Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Montpellier, congrès national du bâtiment durable. Et ce matin, avec mon invité, nous parlons biogaz et aménagement. Et on va se demander comment engager la transition écologique avec le gaz. Donc à mes côtés pour en parler, Louis-Philippe Martime, bonjour. Bonjour Stéphane Huillet. Louis-Philippe, vous êtes chef de marché aménagement chez GRDF. Qu'est-ce que le marché aménagement chez GRDF? Alors c'est un des marchés qui va cibler un certain nombre de clients de GRDF. GRDF qui distribue et dessert du gaz qu'on ne présente plus à 11 millions de clients, et parmi lesquels tous les projets de territoire très très locaux, de création ou de réhabilitation de quartiers, donc on est vraiment sur une échelle très locale. C'est des projets que l'on accompagne pour voir de quelle façon est-ce que l'énergie gaz, l'énergie gaz vert vient finalement accompagner et s'inscrire dans ces projets-là. C'est à peu près 400 à 500 projets qui sortent de terre avec GRDF tous les ans. C'est des projets de transition écologique et on voit comment vous insérez dans ce microcosme. Complètement, oui. Alors, quelles sont les mutations qui sont en cours pour le secteur de l'aménagement ? Alors, vous avez employé le bon mot, il y a vraiment une question de mutation. Parce que c'est un secteur qui aujourd'hui est soumis à des contraintes, des objectifs, des ambitions qui sont diverses, qui sont variées, qui sont quand même plus complexes qu'avant, notamment en termes de transition écologique. On le sait, le nerf de la guerre reste quand même la captation et puis la valorisation du foncier. Il devient plus rare, ça n'échappe à personne. On essaye de moins artificialiser. Et puis finalement, comment est-ce que l'aménagement va faire en sorte que les territoires soient plus résilients? Aujourd'hui, les territoires sont confrontés de plus en plus à des aléas climatiques, environnementaux, parfois très localisés. Alors comment est-ce qu'on va délivrer un produit urbain qui va assurer la résilience? Tout ça en gardant une empreinte environnementale la plus faible possible ou la plus positive possible, et en valorisant toute une économie circulaire au sein de cet aménagement et de ce territoire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, on aura du gaz local et on sera dans le cadre d'un aménagement circulaire, on va dire, sur un quartier, on aura des boucles comme ça, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est de faire en sorte de valoriser ces énergies locales et de territoire pour produire justement des ENR. Alors il y a beaucoup d'ENR aujourd'hui qui localement émergent, la géothermie, le travail sur la biomasse et aussi sur la valorisation des déchets, notamment en biogaz et en gaz vert. Ouais. Alors pour réussir cet aménagement, vous avez plusieurs leviers. Alors il y a des piliers et puis ensuite il y a des leviers. Donc parlez-moi des piliers et ensuite on verra sur les leviers. Alors, sur les différents piliers d'engagement de cette transition écologique, peut-être le premier, c'est la sobriété. La sobriété des usages aussi du bâti, mais de voir de quelle façon est-ce qu'on va consommer moins d'énergie, on va mieux consommer l'énergie. Voilà. En tant qu'observateur, j'ai l'impression qu'on parle moins de sobriété en ce moment, malheureusement. Est-ce que c'est votre impression aussi ou est-ce qu'on est quand même bien engagé sur la sobriété? On est bien engagé sur la sobriété et de plus en plus. Alors forcément, on sort d'une situation et d'une époque et d'une période qui est un petit peu chaotique et qui a tendance à s'apaiser, heureusement, mais qui nous pose des vraies questions et des vraies problématiques. Et sur cette question de la sobriété, voir comment est-ce que, avec les usages, avec aussi peut-être une meilleure appréciation de notre mode de consommation, on arrive à les modifier pour aller vers plus de tempérance peut-être. Alors, on a vu la sobriété. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique. Comment on travaille l'efficacité énergétique? L'efficacité énergétique, c'est notamment de voir de quelle façon est-ce que les nouveaux produits, les nouvelles installations, elles vont consommer moins, elles vont consommer mieux, être plus efficaces et finalement offrir des rendements plus importants. Chez GRDF notamment, et dans la distribution du gaz, on va avoir tout un catalogue avec des fabricants qui viennent étoffer ces équipements plus innovants, plus efficaces finalement au sein des logements. Voilà, ça veut dire plus de régulation, ça veut dire dans le tertiaire l'application du décret BAX, c'est ça? Ça veut dire effectivement plus de régulation, ça veut dire aussi peut-être travailler sur des procédés et des façons de faire plus efficientes. Par exemple, pour un logement et un usager qui aujourd'hui utilise le gaz pour se chauffer, sans changer finalement son installation, le simple passage d'une chaudière à l'ancienne à une chaudière très haute performance énergétique peut lui faire gagner jusqu'à 30% de baisse de consommation d'énergie. Voilà. Donc on a vu, efficacité énergétique, on voit qu'on peut évidemment appuyer sur plusieurs leviers, régulation, changement du matériel, meilleure utilisation. Ensuite, il y a les ENR, énergie renouvelable. Alors,
on connaît le photovoltaïque, la géothermie. Avec le gaz, comment ça se passe? Avec le gaz, on parle beaucoup et de plus en plus du gaz vert, et c'est presque un abus de langage finalement, parce qu'on devrait parler des gaz verts, étant donné qu'il y a un éventail finalement de possibilités de procédés et de production de ces gaz verts. Alors le plus connu, c'est la méthanisation. Voilà, c'est celui qu'on voit le plus dans les campagnes arriver. Mais il y en a d'autres. Et j'ai appris en préparant cette émission avec vous. Donc vous allez tout nous raconter. Oui, on reviendra peut-être sur la méthanisation, mais effectivement, il y en a d'autres. La méthanation, qui est un procédé plus industriel, où finalement, là aussi, on va créer un gaz qui va être un gaz de synthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce gaz de synthèse, ce méthane de synthèse, a tout à fait les mêmes propriétés que du biogaz, par exemple, et on va pouvoir l'injecter dans les réseaux et le consommer avec exactement les mêmes usages. Il y a aussi d'autres procédés, peut-être moins connus, mais qui sont plus émergents, celui de la pyrogazéification. On va prendre finalement des combustibles solides de récupération, du bois, que l'on va chauffer à très haute température, et là aussi, on va récupérer du gaz qu'on va pouvoir injecter. Et puis un peu le pendant peut-être de cette pyrogazéification, qui est la gazéification hydrothermale. Vous voyez où je veux en venir. Là, on va travailler sur des boues, des liquides, dont on va également extraire du gaz qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette variété de procédés, elle va s'adapter aux besoins et surtout aux richesses locales du territoire, qui va pouvoir comme ça valoriser ce qu'il a comme richesse localement. Voilà, c'est-à-dire que sur un territoire donné, si je suis dans la Beauce, peut-être que c'est intéressant que j'aille faire des méthaniseurs avec les agriculteurs, mais si je suis dans une autre région, j'irai chercher d'autres solutions avec des boues, des choses comme ça, parce qu'il y a un gisement. Parce qu'il y a un gisement, et si je suis sur un milieu peut-être plus urbain, eh bien, travailler sur les restes alimentaires, des cantines, des restaurants, que là aussi on peut valoriser sur cette filière de la méthanisation dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est vraiment en plein essor. En plein essor, hein. Comment ça marche la méthanisation pour ceux qui ne sauraient pas encore? Alors la méthanisation, on va récupérer des déchets alimentaires, comme je viens de le citer, mais aussi des déchets de l'agriculture que l'on va finalement mettre dans une sorte de grosse cocotte minute, et par un procédé naturel qu'on va un petit peu accélérer dans les méthaniseurs, mais qui reste un procédé naturel, il va y avoir des dégagements de méthane qu'on va récupérer, qu'on va traiter et qu'on va injecter directement dans le réseau de distribution. Ce qui est intéressant, c'est que là, on bénéficie d'infrastructures qui existent déjà, un réseau de distribution qui est disponible très largement sur le territoire en France. Je le disais tout à l'heure, GRDF, qu'on n'a pas forcément présenté parce qu'on connaît, c'est plus de 9000 communes qui sont desservies. Et bien, bénéficier de ces infrastructures pour desservir ce gaz-là. Oui, parce que l'avantage, c'est que les 4 manières de produire du gaz vert que vous nous avez présentées, on injecte directement dans le réseau existant. Il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de tampon, on met direct et ça part. Alors je ne sais pas si c'est les bons termes, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais ça se mélange très bien avec du gaz naturel classique. Exactement, ça se mélange complètement, ce qui fait qu'au final, pour l'usager, c'est exactement le même traitement, le même usage. Et ces points d'injection, on va effectivement ils sont situés de telle sorte à pouvoir injecter dans le réseau de GRDF ou le réseau de transport avec les mêmes problématiques et les mêmes enjeux aujourd'hui, qui sont ceux notamment du stockage, et qui sont mis à profit aussi dans le cadre du gaz vert pour pouvoir le stocker dans les périodes où finalement on va en produire de façon un peu excédentaire pour pouvoir l'utiliser de manière à une autre saison. Voilà, parce qu'il y a des grands centres de stockage sur tout l'ensemble du territoire. Ça, c'est autre chose. Donc la filière s'organise. Avant de parler de l'organisation de la filière et de savoir ce qui se passe ici dans cette région, je voudrais que, comme les éoliennes, on va dire, les méthaniseurs aujourd'hui commencent à faire débat. Et je peux vous le dire parce que j'en ai à côté de chez moi et ça se passe pas toujours très bien avec les riverains. Il peut y avoir comment on rend acceptable ces méthaniseurs pour ne pas avoir les mêmes problèmes qu'avec les éoliennes? Alors, la concertation et l'explication des projets très en amont, c'est évidemment une clé de cette acceptation par les riverains. Il faut savoir aussi, vous le disiez, c'est une filière qui est assez jeune. Le premier méthaniseur mis en service en France date de 2014. Aujourd'hui, il y en a plus de 600 dans tout le territoire. Donc c'est aussi une filière qui apprend en marchant, si je puis dire. Et peut-être dans la première vague de projets d'injection et de méthaniseurs, à l'époque d'ailleurs lancé par Ségolène Royal, il y avait un projet de 1500 méthaniseurs. Tout à fait. Elle donnait comme ça un horizon ambitieux un peu chiffré de nombre de méthaniseurs. Au-delà du nombre de méthaniseurs, aujourd'hui, 2023, donc plus de 600, ce qui compte, c'est de savoir que
finalement, ils produisent plus de 11 TWh d'énergie. Alors pour ceux qui ne sont pas très spécialistes, déjà quand on parle en TWh, on est un peu crédible. Vous avez perdu la moitié du... Oui, mais on est crédible. Alors je vais essayer de récupérer l'autre moitié, où cette moitié-là, c'est l'équivalent de production de 2 réacteurs nucléaires. Alors là, ça veut dire quelque chose, 2 réacteurs nucléaires à aujourd'hui, et ça dessert l'équivalent de 3 millions de logements neufs à aujourd'hui. Et cette filière, elle est vraiment en développement et elle a des objectifs sérieux, chiffrés et dans le temps. Alors donnez-nous ces objectifs et après on parle de l'Occitanie. Alors, ces objectifs partagés par l'ADEME, c'est d'avoir une neutralité carbone en 2050, ça tout le monde le sait, et donc 100% du gaz qui va transiter dans les infrastructures en France qui sera d'origine renouvelable, 100% en 2050, avec un premier palier à 2030 qui sera de 20% de ce gaz renouvelable dans les réseaux en 2030. Ce gaz renouvelable, donc on aura travaillé sur la sobriété, hein, donc je pense qu'il y a un moment donné, vous n'allez pas pouvoir produire autant de gaz renouvelable qu'on en achète aujourd'hui, j'imagine, j'en sais rien, je dis une bêtise. Aujourd'hui, il y a encore un fort potentiel de développement. Hein. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que justement ce développement-là, on l'accompagne. Et c'est aussi la force de l'interconnexion des réseaux qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, mais qui répond, je pense, à votre question. Aujourd'hui, localement, sur certains territoires, on est déjà sur une production, je dirais, excédentaire de gaz vert, hein, notamment certains EPCI ou certaines communautés de communes. Eh bien, la force de l'interconnexion des réseaux, c'est de faire bénéficier du territoire d'à côté, du territoire adjacent, de finalement presque ce surplus de production de gaz vert. Donc j'aurai en 2050 100% de gaz vert et local. Vert et local, parce que une des caractéristiques de ce gaz vert, c'est que justement la production et donc l'exploitation et finalement la valorisation, elle est locale. On revient à une production, je dirais, française de gaz, alors qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on est dépendant d'un marché international. Alors pour terminer, expliquez-nous comment ça se passe ici en Occitanie. Est-ce qu'on atteint les objectifs et puis qu'est-ce qu'on met en place pour les atteindre et pour aller encore plus loin jusqu'à 2050 ? Alors l'Occitanie est en partenariat avec l'Agence régionale de l'énergie et du climat accompagne complètement les objectifs nationaux hein, de neutralité carbone et notamment d'un gaz 100% gaz renouvelable dans les réseaux en 2050 avec ce point de passage de 20% en 2030 et même des points de passage intermédiaires qui sont encore plus concrets. Ça, vous savez, pour les aménageurs, c'est important d'être concret. Hein. En 2026, avec un objectif d'être déjà à 8-9% de gaz renouvelable dans les réseaux. D'accord. En 2026. En 2026, c'est-à-dire demain, quoi. Oui, dans 2 ans. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit ? Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui vous semble important de dire sur cette question du gaz vert ? Et on a compris que c'était pas, qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, donc effectivement les gaz verts. Peut-être rappeler que pour les aménageurs et les collectivités locales, cette transition écologique, faut se le dire, hein, elle va être complexe, elle va être aussi longue. On va avoir en 2050 des équipements, des procédés qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, donc il faut être capable d'agilité et d'innovation. Et puis, pour qu'elle soit acceptée, cette transition écologique et énergétique, il faut qu'elle soit abordable, soutenable et qu'elle vienne vraiment valoriser des énergies de territoire pour un territoire qui sera plus résilient et plus robuste. Je pense que ce sont là les défis qui nous attendent tous. Merci. Merci Louis-Philippe Martim d'être venu nous parler de l'aménagement, hein, de savoir comment GRDF et comment vous vous intéressez aux territoires pour les rendre plus verts, on va dire. Merci beaucoup. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, bien sûr, sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et évidemment le site du Congrès. Merci à vous. Merci. Merci.